Chers auditeurs, bon retour sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous convions à une histoire signée Ronald Burns, une fresque d'amour, de perte et de destin impitoyable. Si ces mots vous transportent, n'hésitez pas à découvrir davantage de ses œuvres sur Amazon via le lien que vous trouverez dans la description ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer un récit pareil. Installez-vous confortablement, car voici le récit du jour. Tout commence par une journée étonnamment ensoleillée dans un parc, aux côtés de ma femme Nicole, au terme de notre année de célébration, et de notre enjoué Golden Retriever, Zuma. Un couple d'âge mûr s'approche en flânant, leur regard pétillant de curiosité pendant que les rayons dansent sur le feuillage. « Est-ce un chien recueilli ?» demande-t-on avec une nuance d'étonnement. Je souris en désignant tour à tour Nicole et notre cher compagnon, et leur rire complice s'éloigne doucement. À cet instant tendre, alors que Nicole déposait un baiser affectueux sur ma joue, les ombres d'un passé plus sombre commencèrent à se réveiller. Il y a 2 ans, j'étais ébranlé par une douloureuse séparation d'avec Roxane. Je me trouvais dans un bar local, avec ma compagne du moment, lorsque le chanteur principal fit une pause pour prendre des demandes. Dans un retournement ironique du destin, Roxane demanda la chanson « Roxane » de Sting. Galvanisé par la performance et enjoué par le jeu de la séduction à travers la mélodie, il réussit à la charmer, même s'il n'était qu'un chanteur lambda d'un groupe peu mémorable. Peut-être était-ce dû à la déception d'attente basse, ou bien étions-nous tous deux englués dans une solitude accablante après sa trahison. Aveuglé par le chagrin, je fis le serment de ne plus ignorer les signaux d'alarme. C'est ainsi que, dans les recoins de mon isolement, je décidai de recueillir Zuma, un chiot de 2 mois délaissé dans un refuge situé à Windham Mills, amorçant ainsi un nouveau chapitre. Ce jour-là, dans le parc, alors que Zuma reniflait curieusement la chaussure d'un homme, la situation prit une tournure brutale. Cet individu, un colosse arborant une manchette de tatouages illustrant des scènes violentes, se mit à botter le petit chien, usant d'une cruauté gratuite. Sa compagne, une blonde à l'allure mystérieuse rappelant la modernité d'une Stevie Nicks des temps actuels, tenta d'intervenir et fut immédiatement accueilli par une gifle cinglante et des insultes montantes. Les mots durs qu'il crachait, mêlés à des menaces de violence, électrisèrent l'instant. En admirateur de Stevie Nicks depuis toujours, j'éprouvais une envie inexplicable de la protéger, même si cette femme n'était, qu'en apparence, qu'une pâle réplique de l'icône que j'admirais de loin. Ayant grandi à la South Philadelphia High School, où les règlements se faisaient au poing plutôt qu'à la parole, j'avais appris à défendre mes convictions avec calcul. Sachant qu'un simple coup de poing ne suffirait pas à le neutraliser, je vis sa faiblesse et visais son point vulnérable, lui assénant un coup de pied au niveau de l'entrejambe. Le résultat fut immédiat et impitoyable. Tandis qu'il se pliait sous la douleur, je lui administrai d'autres coups bien placés dans les côtes, et profitant de l'instant où sa défense vacillait, je lui descendis un coup de pied déterminant aux mains, rendant ainsi impossible toute nouvelle agression. Au cœur du tumulte, je lançai de ma voix un avertissement clair. Ne jamais frapper un chien ni blesser une femme. Pendant quelques instants, je me crus le héros d'un film d'action où la colère juste se mue en une vengeance éclair. Même Zuma semblait célébrer à sa manière, comme si son geste rebelle marquait la rétribution attendue. Nicole et moi filions vers ma voiture, nous découvrant l'un à l'autre par ce défi partagé. « Je m'appelle Karl », déclarai-je en courant, et elle répondit « Je suis Nicole », sa voix mêlant à la fois soulagement et défiance. Rapidement, je me mis à raconter que Rufus, cet homme vaincu, n'était qu'un nouveau chapitre dans la litanie des mauvais garçons de son passé. « Tu es forte, mais tu n'es pas comme les imprudents que j'ai connus », plaisanta-t-elle, laissant entendre qu'elle avait peut-être fait le choix d'un homme meilleur cette fois. Je crus alors comprendre que l'enchaînement de mes échecs amoureux n'était pas dû au hasard, mais bien à une série de choix malheureux. Je lui expliquai comment je conciliais mes journées à enseigner la science dans un lycée avec mes week-ends passés dans un magasin d'informatique. Et, dans un geste tendre, elle m'embrassa. « Enfin, un homme correct !» sourit-elle. Et à cet instant précis, tous ces clichés sur l'amour se transformèrent en une réalité vibrante. Je l'avoue, il m'arrive encore de voir une once de Stevie Nicks dans mon reflet. Un étrange paradoxe que Nicole taquinait en pinçant doucement son nez parfaitement sculpté. C'était il y a 5 ans. 1 an plus tard, nous nous unîmes. À l'époque, j'étais enseignant dévoué, et elle se débrouillait en tant que serveuse dans un bar à cocktails.
Une profession, avouons-le, peu propice à la stabilité. Malgré nos imperfections, sa beauté et ma solitude se mirent en écho le jour même où je sauvais, sans le savoir, Nicole et notre tendre Zuma. Au fond de moi, je redoutais que Nicole ne retombe dans ses vieilles habitudes et ne parte avec un autre mauvais garçon. Pour sécuriser notre avenir, je l'aidais même à suivre une formation en esthétique, espérant ainsi l'éloigner des mauvaises fréquentations qui parsemaient son passé. Nos différences étaient d'autant plus marquées, tandis que ma vie se traçait en un désordre calculé de défauts. Les excentricités de Nicole se résumaient à des rituels simples, comme son obsession pour un rituel de nettoyage du bain après l'intimité, ou sa répulsion quasi irrationnelle pour la moindre odeur de déjection canine. Je me souviens encore de sa confession vibrante au sujet d'un siège de toilette brisé durant son enfance, une blessure qui la marqua bien au-delà des apparences et qui lui troubla l'esprit pour de nombreuses années. La vie suivait son cours. Les samedis étaient dédiés à la piste de danse, du moins pour Nicole, pendant que je m'exhibais maladroitement, et aux sorties avec ma tante Polly, veuve et ancienne infirmière pédiatrique, qui avait, tel un ange gardien, veillé sur moi. Polly, à peine une dizaine d'années ma cadette, avait enduré la perte de proches et même une rude bataille contre le cancer. Malgré sa fragilité, par un samedi de janvier, elle eut le courage d'entreprendre une dernière descente en ski sur une piste pour débutants. Nicole et moi, l'un de chaque côté d'elle, glissions au rythme parfumé de pain, savourant chaque instant, aussi fugitif fut-il. Un mois plus tard, dans une chambre d'hôpital imprégnée de l'odeur antiseptique du nettoyant, Polly nous remercia pour ce moment de bonheur éphémère, avant de s'éteindre silencieusement. J'étais anéanti, et Nicole, déchirée, avoua avoir perdu confiance en toutes les femmes depuis des trahisons au lycée. Polly avait été sa première véritable amie depuis le décès de sa mère. Un lien irremplaçable désormais brisé. Le départ de Polly assombrit l'horizon de Nicole, qui en vint à se demander si, au final, aucun comportement n'avait vraiment d'importance, puisque la mort, inexorablement, réunissait les bons et les méchants. Quand je l'interrogeai sur sa vision de l'enfer, elle me montra une page web expliquant qu'une traduction ancienne de la Bible avait déformé l'idée d'un enfer, un lieu destiné à l'élimination des corps et des déchets des méchants, et non à la torture éternelle. Cette notion, radicale en apparence, devint le sésame de sa nouvelle vie débridée, et c'est alors que le destin vint nous surprendre. Polly laissa derrière elle ses bijoux et même sa modeste maison des années 1940, demeurée intacte depuis l'achat par ses parents des décennies auparavant. Avec ses papiers peints délavés, son moquette épaisse d'un autre âge et ses parquets qui gémissaient sous le moindre pas, la maison criait haut et fort pour un renouveau. Nicole et moi quittons alors notre appartement exigu pour emménager dans ce vestige d'une époque révolue. Mais vivre ensemble ne se fit pas sans heurts. Nicole me traitait de petit gentleman et de boy scout, une pique visant à souligner mon apparente banalité. Quand je lui demandais des explications, elle affirmait que je passais à côté des sensations fortes de la vie, sans réellement développer sa pensée. Rapidement, je constatais sa transformation. Ses cheveux blonds prirent une teinte rouge flamboyante, et sa garde-robe se mua en tenues audacieuses, comme si elle auditionnait pour un rôle exaltant son côté sauvage. Je m'inquiétais en silence, espérant que le brouillard de la disparition de tante Polly s'éclaircirait pour lui permettre de redevenir la femme que j'avais tant aimée. Hélas, elle commença à travailler de longues heures tardives dans un salon. Les samedis soirs lui appartenaient désormais, à elle et à ses collègues, me reléguant sur le banc de touche. Dans un accès de désespoir, j'installai même un traceur GPS dans sa voiture. Une tentative vaine de surveiller ses allées et venues, bien qu'elle se retrouve toujours entourée d'amis plutôt qu'au volant. L'idée d'engager un détective privé traversa mon esprit, mais l'argent et la fierté me retinrent. Au fond de moi, je redoutais de confronter mes pires craintes. Puis un jour, elle rentra avec un nouveau tatouage sur le bras gauche, sur lequel était inscrit « Vivre pour aujourd'hui ». J'aurais tant souhaité qu'elle m'en parle avant de se marquer à jamais, mais le temps était révolu. C'est alors qu'apparut Peter, un entrepreneur se présentant comme ayant des liens étroits avec la clientèle du salon. Engagé pour rénover notre cuisine et notre salle de bain démodée, il arriva à bord de sa Harley Softail, affichant un charme brut. Il exposa son projet de démolir un mur afin d'ouvrir l'espace, estimant les travaux à 4 à 6 semaines. Nicole, toujours aussi aimable et effrontée,
semblait le connaître suffisamment pour être à l'aise en sa présence. Je restais sur mes gardes, remarquant la façon dont elle passait ses mains dans ses cheveux en sa présence. Un signe que je ne pouvais ignorer. Bien que l'offre de Peter fût raisonnable, mon instinct m'hésitait. La réaction de Nicole fut immédiate et enflammée, et finalement, je cédai pour maintenir la paix. Pourtant, je n'étais pas prêt à me rendre totalement. J'installais des caméras Wi-Fi dans notre demeure, résolu à ne pas devenir le pion de ma propre histoire. Tandis que j'enseignais, je pouvais surveiller discrètement l'intérieur et l'extérieur, y compris le petit bureau mobile que Peter avait aménagé dans sa caravane. Je ne misais pas sur le résultat. Je jouais le tout pour le tout avec mon cœur. 2 jours à peine après le début des travaux, en grignotant un sandwich au thon sur du pain rassis dans l'ancienne cafétéria de mon lycée, je consultais les images des caméras et vis l'impensable. Nicole, bras dessus, bras dessous, avec Peter, pénétrant dans sa caravane. Ils restèrent là plus d'1 heure avant de s'en aller précipitamment, se refermant sur eux-mêmes dans une fuite ardente. L'image était glaçante. Le contraste entre les bras tatoués de Peter et les courbes familières de Nicole évoquait des infidélités passées. Immobilisé, je fus submergé par une vague de rage et de chagrin. Des émotions enracinées dans mes souvenirs de South Philadelphia, où les cœurs brisés se répondaient souvent par une réplique brutale. Je me retrouvais entier brisé, meurtri, trahi. Pendant plusieurs minutes, je la visurais ouvertement, tandis que mon esprit se perdait dans des pensées de revanche si puissantes qu'elles menaçaient de m'engloutir. Très vite, je mis au point un plan machiavélique pour lui faire endurer le même supplice que je vivais, un plan calculé et désespéré. J'avais tout donné, mon cœur, mon argent, et me sentais désormais abandonné. La précipitité de son aventure avec Peter n'était pas un simple écart, mais le reflet d'un cycle répétitif de trahison. Au fond de mon désespoir, je résolus d'infiltrer ce que je considérais maintenant comme le bastion ennemi, la caravane mobile de Peter. À la première occasion, je demandai à Peter de me faire visiter son domaine, feignant l'intérêt en évoquant la possibilité d'en acheter un semblable. Fier de son installation, il me guida à travers chaque recoin de ce petit habitat. Je feignais de m'intéresser tout particulièrement à la minuscule salle de bain, avec son rideau jaune précaire et sa plomberie défaillante. Il m'expliqua, avec un détail macabre, qu'un camion-pompe venait chaque vendredi vider les 50 gallons de déchets accumulés dans un réservoir de rétention. Un détail morbide qui venait écorcher ma raison. Je pris même soin d'en prendre en photo la configuration, pour mémoriser chaque détail. Armé d'espèces et muni d'un cylindre d'air comprimé de 3000 psi ainsi que d'un tuyau de 20 pieds, je préparais mon acte le plus audacieux de vengeance. Mon plan, aussi extravagant que réfléchi, était ourdi dans les recoins les plus sombres de mon cœur. Le jour de la fête présidentielle, sachant que l'école était fermée, je partis sur mon vélo électrique, prétextant une séance d'exercice. 1 demi-heure plus tard, je surveillais depuis mes caméras. J'aperçus Peter arriver à moto, suivi de Nicole qui l'accompagnait jusque dans la caravane. De retour chez moi, j'attendis le moment où je vis Nicole glisser à l'intérieur de la petite salle de bain de la caravane, capturée par ma caméra dissimulée. Le cœur battant, je connectai le tuyau à la vanne de vidange dissimulée en pleine vue. En un instant terrifiant, alors que j'ouvrais simultanément les valves, un flot d'air comprimé éclata, déversant 50 gallons de déchets avec une fureur implacable, inondant Nicole de la tête aux pieds. Son cri déchirant résonna tandis que je débranchais précipitamment l'appareil et le remettais dans le coffre de ma Chevy Impala. Je me mis à pédaler à toute allure, l'esprit engourdi et le cœur en tumulte, quand j'entendis l'appel paniqué des pompiers. Ma femme était dehors, nue, convulsant sous un mélange de cris et de nausées, tentant d'échapper à l'odeur fétide. Ils finirent par l'admettre sous surveillance psychiatrique pendant 72 heures, après un long dégraissage. J'appela Peter pour lui ordonner de ne plus jamais remettre les pieds sur mon terrain. Ses tentatives pour rejeter la faute, prétextant que Nicole avait fait le premier geste, tombaient dans l'oreille d'un sourd. Plus tard dans la journée, je retirai tous mes fonds, renforçai mes assurances et reconfigurai mon 401K ainsi que mon IRA, déterminé à rebâtir mes défenses meurtries. Je retirai toutes les caméras cachées, y compris celles incriminées dans le refuge de Peter. Après une douche froide pour dissiper l'odeur, je rendis visite à ma future ex-femme à l'hôpital. Non pas pour la consoler, mais pour savourer ma victoire. En la regardant, je ne pus m'empêcher de lancer
Tu sens toujours, sur tous tes cheveux, une pique finale qui la fit éclater de nouveau en sanglots, réclamant qu'une infirmière lui coupe la chevelure. Bien que j'eusse envisagé de déposer des papiers de divorce aussitôt, un brin de décence, ou peut-être un reste d'amour, retint ma main. Plus tard, les investigations policières brouillèrent encore le tableau. Dans un premier temps, on évoqua un déraillement d'un engin explosif pour découvrir finalement qu'il ne s'agissait que des fameux accès de gaz explosif de Nicole. Lors de mon audition, je laissais entendre que ce n'était qu'une nouvelle de ces imprévus. Explosion. Chers auditeurs, que pensez-vous de ce récit tordu d'amour et de vengeance? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui touchent le cœur et l'âme.